écrivaine, elle est aussi traductrice et a exercé la profession de psychanalyste. Ses livres explorent les non-dits et les territoires délaissés de la littérature. Son œuvre est marquée par un renouvellement constant des genres et des registres. Nous recevons ce soir sur le plateau de Lumière Intérieure Marie Darrieussecq. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous. Votre premier roman, celui qui vous a fait connaître, s'intitule Truisme. Vous l'avez publié à l'âge de 27 ans. Le sujet, il est bien connu parce que c'est un livre qui a été un vrai best-seller et traduit dans plus de 40 langues. Le sujet, disais-je, c'est la métamorphose d'une femme en truie. Un sujet assez surprenant, mais fédérateur manifestement. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces débuts ? Est-ce que vous pensiez qu'à 27 ans, comme ça, en publiant un livre, vous alliez connaître ce succès-là ? Et comment est-ce que vous l'avez vécu à l'époque ? C'est curieux parce que vos locaux sont à Malakoff. Et à l'époque où j'ai écrit Truisme, j'étais à quelques rues d'ici, dans un petit appartement. J'étais étudiante. Et c'était une époque assez sombre pour moi et où j'étais victime, mais c'est très banal, de ce qu'on n'appelait pas à l'époque le harcèlement de rue. Ça n'avait pas de nom, mais quand on était une jeune femme à Paris, eh ben, on se faisait embêter, toucher, insulter. Et c'était banal, malheureusement. Et le livre est vraiment né d'une rage, d'une impuissance et d'une rage. En fait, se faire traiter et se faire envisager comme une truie, quoi. Et je me suis dit, bon, ok, d'accord, alors ça donnerait quoi si je devenais une truie, pour de vrai, quoi. Je dis souvent par boutade que c'est le plus autobiographique de mes romans. Mais il y a un peu de ça, parce que La colère, elle était vraiment autobiographique, sur ce que c'était qu'être une femme à l'époque, et encore malheureusement aujourd'hui, même si ça évolue. Ça commence à évoluer. Ouais. Alors ce livre, il vous a quand même propulsé sur le devant de la scène médiatique. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Vous étiez encore relativement jeune. Comment ça s'est passé, cette réussite, ce succès si soudain ? Je l'ai vécu comme une grande chance, parce que depuis toute petite, je voulais écrire et seulement écrire. Et à ce moment-là de ma vie, je poussais mes études le plus loin possible. Je ne voulais pas travailler au sens... je repoussais l'échéance économique. Je reviens juste sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, depuis toute petite, je voulais écrire. C'est-à-dire que c'était vraiment un rêve depuis l'enfance. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Voilà, quels sont vos souvenirs, aussi loin que ça remonte, du moment où vous vous êtes dit, c'est vraiment ça ? L'école m'a apporté les lettres. Beaucoup plus que les chiffres d'ailleurs, mais comment former les lettres au cours préparatoire. Et à partir du moment où j'ai su comment former les lettres, quelque chose en moi n'a plus cessé d'écrire et de raconter des histoires et d'inventer, surtout de la fiction. Et depuis toute petite, et quand j'ai compris qu'il y avait des gens qui faisaient ça pour de vrai, je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. C'était une évidence. C'était une évidence et aussi un secret, au sens où mes parents n'étaient pas du tout... Il n'y avait pas d'artistes dans ma famille, c'était vraiment la classe moyenne en province dans les années 70-80. Je voulais effrayer personne, donc j'ai fait mine en quelque sorte d'être un bon petit soldat et d'avancer dans mes études. J'étais obsédée par l'idée d'écrire et heureusement, j'ai été publiée. Je crois qu'il resterait de moi une flaque d'eau si je n'avais pas été publiée. Alors non seulement vous avez été publiée, mais vos livres ont quand même pour la plupart connu le succès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais tous ne connaissent pas le succès. Vous avez reçu le prix Médicis et le prix des prix pour votre roman « Il faut beaucoup aimer les hommes ». Là aussi, c'est un sujet assez polémique, même le titre est assez polémique. Vous aimez surprendre, déranger, bousculer ? Je ne déteste pas ça, mais je ne fais pas exprès. C'est-à-dire que je ne me dis pas le matin en me mettant à écrire « Ah, aujourd'hui, je vais choquer tout le monde ». Ça ne se passe pas du tout comme ça. Je vais dans ces zones où il n'y a pas forcément de mots, où il n'y a pas les bonnes phrases, à mon avis. Ou en tout cas, mon expérience à moi s'est heurtée soit à du silence, beaucoup dans ma famille, soit aux mauvais mots. Et du coup, parfois, quand moi je trouve les phrases qui me semblent justes, elles peuvent déplaire, voilà. Et les histoires que j'invente, les formes que je trouve peuvent surprendre, mais je ne fais pas exprès. Enfin, j'ai pas le choix. Oui, c'est pas fait sciemment. Alors, vous disiez tout à l'heure que Truisme était peut-être le plus autobiographique de vos romans. Le dernier ouvrage, l'est assez aussi autobiographique. Il s'intitule La mer à l'envers. Toujours chez votre auditeur Paul, on dit, c'est ça ? POL. C'est l'histoire de Rose, donc qui est psychologue, qui s'offre une croisière en Méditerranée avec ses 2 enfants. Alors vous en avez 3, elle en a 2. Vous avez été psychanalyste et quand soudain un bruit inattendu la réveille en plein milieu de la nuit. Et en fait c'est un canot débordant de réfugiés qui viennent d'Afrique. Et donc je m'interrogeais à la lecture de ce livre. L'immigration en général et plus spécifiquement le sujet des réfugiés, c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur ? Je ne le dirais pas sous cette forme, me tenir à cœur.
C'est juste que, comme tout le monde, je crois, j'ai été débordée par ce sujet. Enfin, il suffit d'allumer la radio, d'ouvrir la télé, d'ouvrir un journal et puis d'aller dans la rue à Paris, pour se demander que va devenir cette planète, en fait, en gros. Et ce sujet, il est là depuis très longtemps. Moi, dans les années 90, je m'occupais de sans-papiers. On disait sans-papiers. Je suis très étonnée que ce mot ait été remplacé par le mot migrant. Vous dites réfugié, c'est un joli mot qui est discuté. À Calais, chez les bénévoles, on dit beaucoup exilé. J'aime bien l'expression voyageur forcé. Mais c'est pas très satisfaisant parce qu'il y a deux mots. Sans-papiers, pour le coup, ça déshumanise totalement. Ils n'ont pas d'identité. C'est un mot qui est très difficile, qui est très dur. Mais sans-papiers, ça dit bien le vrai de leur problème. C'est qu'ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de papier, donc ils ne peuvent pas passer les frontières. Migrant, c'est un mot très idéologique. C'est un participe présent qui les maintient en migration. Quand j'étais petite à l'école, les Français qui n'étaient pas nés en France, on les appelait des émigrés. On leur laissait le droit d'avoir migré, d'être arrivés. Leur vie était difficile, mais ils avaient atterri en quelque sorte. Migrants, on les laisse pas arriver. C'est jamais fini. Typiquement, ce qui se passe à la frontière entre la Turquie et la Grèce, là, ils sont vraiment migrants. Ils sont dans un no man's land. Et comment vous dire, ça me tient à cœur au sens où je ne sais pas quoi faire avec ça. Enfin, mais tous les matins, j'y pense. Enfin, mais encore une fois, en allumant la radio. Donc, il y a des zones comme ça où il n'y a pas les bons mots et où moi, j'écrirais bien des bleuettes, j'écrirais bien des histoires légères, mais j'ai pas le choix en fait. Le monde réclame un récit. Et on est plein à essayer de rendre compte de cette réalité de la migration de masse. Moi, tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas écrire le récit de la bonne âme qui s'occupe de son migrant. Je voulais rendre compte des complexités de la question. Alors c'est quand même une bonne âme, le personnage de Rose. Alors c'est clairement un peu une rencontre du troisième type entre cette croisière bourgeoise, je ne parle pas juste du personnage de Rose, mais de la croisière bourgeoise et cette embarcation de... Comment faut-il les appeler? Réfugiés, migrants, sans-papiers. Enfin voilà, je ne sais pas. Comment vous avez dit tout à l'heure le terme? Voyageurs forcés. Voyageurs forcés. C'est très beau parce que là aussi, ça dit bien leur réalité. C'est intéressant le rapprochement de ces conditions si éloignées finalement. C'est presque une métaphore, sauf qu'elle est possible. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de ces énormes paquebots. Je me suis beaucoup renseignée qu'ils accueillent à bord des naufragés, en fait. Et puis, c'est les mêmes routes, c'est-à-dire que moi, j'ai fait une croisière. Pour les écrivains, ils font des tas de trucs. Mais j'ai fait une croisière. Et on était passé en 2013, donc, au large de Lampedusa. Lampedusa, c'était le nom de ce qui se passait à l'époque. Et je me suis dit, où est la barque? Et j'ai réalisé que c'était vraiment le même espace de navigation. Et cette espèce de sommet du capitalisme le plus désinhibé, ces énormes paquebots très polluants, où il y a une espèce de gabégie, de bouffe, c'était fumeur à l'époque, c'était très étrange, ces espèces de planètes miniatures où en gros les gens étaient ivres du matin au soir. Et la misère, c'est-à-dire l'autre extrême du capitalisme, l'autre extrême de l'exploitation, c'était sur le même espace. Et je me suis dit, je sais pas, le roman est né là. Et puis après, j'ai beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest, surtout au Cameroun, beaucoup au Niger. En 2014, il y avait là-bas ceux qu'on appelait les refoulés de Libye et d'Algérie. Je pense qu'il y a des changements constamment avec les accords internationaux et puis les flux différents. Les gens sont chassés de la misère, mais parfois par des routes différentes. Mais là-bas, au Niger, en 2014, il y avait énormément de migrants échoués, comme ils disaient d'eux-mêmes, stranded en anglais, qui n'avaient même plus les moyens de rentrer au Ghana ou en Côte d'Ivoire, d'où ils venaient, et qui étaient échoués dans une Afrique sahélienne, alors qu'eux venaient d'une Afrique très verte et très pauvre aussi, mais ils avaient aussi peu à faire au Niger que moi, en fait. Et j'ai beaucoup rencontré de gens là-bas, et le roman est né aussi de rencontres comme ça, tout en étant axé sur, en quelque sorte, moi. C'est-à-dire, moi, si je n'écrivais pas, mais moi, avec mes contradictions, mes peurs, j'ai eu accueilli il y a longtemps un enfant sans papier. J'ai vu aussi combien c'était complexe et riche en même temps. Comment ça s'est passé? Je vous interromps parce qu'il était chez vous avec vos trois autres enfants. Oui. Alors à l'époque, j'avais 2 enfants. C'était il y a longtemps, c'était en 2006. Et il s'appelait Ahmed.
Je ne sais pas s'il nous regarde. Et ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Et il avait le même âge que mon fils aîné. Et autant ça nous était facile, à moi et mon mari, d'être avec lui, autant mon fils était très jaloux de lui. Parce que tout à coup, je m'occupais d'un autre petit garçon. Il venait d'où, ce petit garçon? Du Mali. Et le roman que j'ai écrit est très différent, mais il est quand même nourri, puisque là, le roman que j'écris est plutôt axé sur un jeune garçon de 18 ans, à peu près, Younes, imaginaire. Mais il est nourri aussi de ses frottements, de ses... c'était pas tout le temps facile, quoi. Et dans quel, enfin, qu'est-ce qui avait, pourquoi est-ce que vous aviez souhaité accueillir cet enfant? C'est un contexte légèrement différent. C'était à l'époque, c'était Josiane Balasco et Valérie Lang, qui malheureusement est morte depuis, qui avaient organisé un secours en fait de toute une. Ils étaient au moins 200, surtout des Maliens, qui vivaient dans un squat, et le squat avait été vidé en proche banlieue sud de Paris, et les adultes, on pouvait pas faire grand-chose dans l'immédiat, mais on a tous pris les enfants, évidemment avec un contact permanent avec les parents, et le temps que les parents trouvent à se loger, ça a pris presque un an en fait. Pardon, vous avez eu ce jeune... on l'avait le week-end et les vacances, voilà. Et il allait à l'école là où étaient mal logés ses parents. Bon, c'était toute une histoire, et c'est le monde tel qu'il est, c'est-à-dire... mon roman, il est sur une femme qui n'est pas héroïque. Moi, j'ai connu des gens héroïques. Justement, je voulais vous demander, je vous interromps, mais j'allais vous demander, pour vous, c'est quoi l'héroïsme? Parce que vous dites, elle n'est pas héroïque, mais elle se découvre un peu une âme d'héroïne quand même. Alors, juste parce que vous parliez de Younes, alors les gens ne vont pas bien comprendre. Qui c'est Younes? Alors, Younes, c'est un jeune homme, il a quel âge? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, justement. Il a entre 16 et 20 ans. Est-il majeur, est-il mineur? Exactement. Donc, elle est interpellée par son vécu et il rêve d'avoir un téléphone portable. Elle va prendre le téléphone portable de son propre fils pour le donner à Younes. Donc son propre fils est persuadé qu'on va l'appliquer, est dévasté forcément. Mais là aussi, ça se comprend un peu à la lumière de ce que vous venez de raconter et un peu de la jalousie entre les deux. Et donc cet adolescent africain dont vraiment sa préoccupation, c'est de récupérer un téléphone. Et quand vous allez rentrer, enfin quand vous voyez le lapsus, quand Rose va rentrer à Paris, sa vie va être totalement transformée. D'ailleurs, puisque je fais ce lapsus, je voulais vous demander, le personnage de Rose, c'est un peu un miroir de vous-même? Tous mes personnages féminins, et parfois masculins d'ailleurs, sont... oui, c'est vraiment cette formule. C'est moi si je n'écrivais pas. Donc il manquerait un grand bout, évidemment, de ma vie. Mais en même temps, si je n'écrivais pas, d'abord, je ne sais pas comment je vivrais, mais en imaginant ça, je peux me métamorphoser en plein de femmes qui sont un peu des avatars, mais au sens très fécond du terme. Tous mes personnages féminins, oui, vivent des choses que je n'ai pas exactement vécues, mais qui sont un peu transformées par la fiction. Et je ne sais pas, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête quand j'écris. Mais elles sont toutes un peu moi et pas tout à fait non plus. Enfin, je crois que tous les écrivains tout à fait sont la là. même, tout à fait une autre. Oui, c'est un peu ça. Revenons sur la notion de l'héroïsme, parce que vous dites qu'elle n'est pas tout à fait héroïque. Et pourtant, on pourrait s'interroger, est-ce que le fait de donner un téléphone à ce garçon, à ce jeune homme, c'est pas un premier geste une forme d'héroïsme? C'est quoi l'héroïsme pour vous? Écoutez, j'ai entendu, après l'écriture du livre, un poilu de Verdun, qui était presque centenaire, qui est mort depuis, mais qui disait, donc dans un autre contexte, il disait « L'héroïsme, c'est faire ce qu'on peut quand les autres ne le font pas ». J'aime beaucoup cette définition très modeste de l'héroïsme, faire ce qu'on peut quand les autres ne le font pas. Et Rose, c'est un peu ça, c'est-à-dire, elle ne fait pas grand-chose, mais il y a un moment où elle décide que là, il faut qu'elle agisse. Franchement, quand elle donne à ce gamin, dont le téléphone a pris l'eau en fait, quand on n'a pas de papier, un téléphone, c'est crucial. Donc il faut absolument qu'il ait un téléphone. Elle va piquer le téléphone de son fils. C'est pas spécialement héroïque. Comme lui fait remarquer sa meilleure amie, elle n'a pas donné son téléphone à elle. Alors elle lui dit non, mais ça c'est trop important, elle est psy, il y a tous ses numéros dedans. Si, ça aurait été héroïque ça au fond. Elle va piquer celui de son fils. Donc l'héroïsme, il n'est pas là. Par ailleurs, elle ne se rend pas compte qu'en donnant le téléphone avec tous les codes, le chargeur et tout, parce que c'est une femme pratique, il suffira à ce jeune réfugié d'appuyer sur maman pour être en contact direct avec elle. Elle n'avait pas du tout pensé à ça. Ça va l'embarquer dans une relation qui lui fait très peur. Qu'est-ce qu'il va me demander? De l'aide, de l'argent, quoi? Et elle, pendant une grande partie du roman, elle n'y va pas, hein. Elle ne répond pas. Et puis bon, je ne vais pas tout raconter, mais elle a un petit moment d'héroïsme. Mais c'est un petit moment. Par rapport à bien des bénévoles que j'ai vus à Calais, entre autres,
Je vous jure qu'eux, ils sont vraiment héroïques. J'allais vous demander justement, pour l'écriture de ce livre, au-delà de l'expérience que vous avez vous-même vécue et que vous nous avez racontée avec ce jeune Malien, est-ce que vous avez été enquêté, vous avez été à dessein à Calais pour vous renseigner? Comment vous avez enquêté pour préparer ce livre? Pendant des années, hein, parce que ce roman m'a pris beaucoup de temps, pendant des années, j'ai fait au fond, des enquêtes et des reportages, parfois pour moi, parfois pour Arte, par exemple, ou pour la revue 21. J'ai aussi publié des entretiens dans Libération, des entretiens avec des voyageurs forcés, appelons-les comme ça. Et j'étais un peu débordée par le réel, qui allait très vite en plus, ça changeait tout le temps. Les trajets migratoires changeaient, etc. Et puis, j'ai écrit d'autres romans entre-temps. Enfin, j'étais empêtrée dans le réel, vraiment, avec ce roman-là. Et puis, tout à coup, en fait, c'est la figure de Jonas, le prophète Jonas, qui est vraiment présent dans les 3 monothéismes et qui est une grande figure méditerranéenne. Vous savez, il se fait avaler par la baleine, il perd tout espoir dans la baleine et il est recraché sur un rivage. Je me suis dit, les migrants, c'est Jonas. C'est pas du tout Ulysse. Souvent, on parle d'Ulysse, mais Ulysse, il a gagné la guerre. Et puis, il prend du bon temps. Hein. C'est 10 années en Méditerranée, il rencontre Calypso, il rencontre Circé. Enfin, c'est pas si difficile que ça pour Ulysse. Hein. Il met du temps à retrouver Pénélope. Non, ces voyageurs forcés, ils sont tout le temps en bord de naufrage, et pas seulement en mer, dans le Sahara, ou d'où qu'ils viennent. Et quand ils touchent au rivage, c'est vraiment Jonas. Et là, ils reprennent espoir. Moi, je l'ai vu. Hein. Donc, Jonas m'a aidé à raconter l'histoire. Et Jonas, c'est Younes en arabe. Donc, les écrivains, vous savez, ils font avec les mots et les noms. Et quand j'ai eu Younes, j'ai eu le roman. Alors moi, je vais vous faire voyager à présent. Il n'y a rien de forcé, je vous rassure. Et je vais vous faire voyager dans les profondeurs de vous-même. Pour vivre cette expérience tout à fait inédite, je vais vous laisser seul sur ce plateau. Et je vous retrouve dans quelques secondes. Rassurez-vous, vous continuez à m'entendre, à défaut de me voir. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Alors, Marie, je vais vous proposer différents mots et vous allez me dire ce qui vous inspire. Le premier, on en a pas mal parlé pendant toute cette première partie d'émission, mais je sais qu'on a encore plein de choses à en dire, c'est le mot engagement. Le mot engagement. Je suis probablement une femme engagée. Je ne suis pas sûre d'être une écrivaine engagée. Enfin, je ne sais pas trop. J'espère que mes livres sont ouverts à plein de possibilités d'interprétation. Après, je dis ça parce que quand j'étais étudiante ou même lycéenne, la littérature engagée, on en parlait beaucoup dans les années 80 et c'était celle qui nous avait précédés, c'était celle de Sartre, de Camus, de Simone de Beauvoir. Une littérature, surtout leur théâtre est parfois un peu fermé, enfin, on n'a pas d'autres possibilités que de penser ce qui nous est dit quoi, dans ces pièces de théâtre. Je pense au théâtre de Camus qui est beaucoup moins bon que ses romans. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Je voulais vraiment proposer des livres qui posent des questions et pas qui donnent des réponses, quoi. Et je m'y emploie. Après, comme citoyenne, disons, je suis engagée, ça c'est sûr. Je suis engagée pour la cause des femmes, pour la cause des enfants à ma façon, pour le climat, enfin, pour les animaux. Je suis marraine de 5, je crois, associations. Ça fait presque un peu trop pour une seule femme. Parmi ces associations, il y a notamment le réseau DES France, qui est une association d'aide et d'information aux victimes du Distilbène. Le Distilbène, c'est cette pilule qu'ont pris plusieurs femmes, cette contraceptive qui était finalement, dont les effets se sont avérés gravissimes sur plusieurs générations d'ailleurs. Vous le disiez vous-même, vous avez plusieurs combats. Comment est-ce que vous les choisissez? Est-ce qu'on vient vous chercher? Est-ce que c'est vous qui allez vers ces combats-là? Alors, je me demande s'il ne faudrait pas rectifier la question. Le Distilbène, ce n'était pas un contraceptif. C'était une hormone qui empêchait les fausses couches. Et donc, c'était un marché énorme. Toutes les femmes enceintes ont peur des fausses couches. Et celles qui veulent garder leur bébé, en tout cas. Et ma mère, donc, comme beaucoup de femmes des années 60, a pris cette hormone. Et ça a fait que j'ai un utérus mal formé et qui, a priori, ne pouvait pas porter d'enfants. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à porter mes enfants, qui sont tous nés prématurés. Et on est 160 000 victimes en France, garçons et filles. Sur les garçons, ça provoque d'autres problèmes. Et c'est un combat qui est assez difficile à mener parce qu'il n'est pas très glamour, disons. Et en même temps, c'était un combat
qui était un peu précurseur justement de tous ces médicaments comme le Mediator qui ont eu des effets collatéraux gravissimes. Donc on a une petite association, c'est un peu David contre Goliath, le réseau Distilben France, DES on l'appelle. Mais on mène des combats où maintenant effectivement on est en train de gagner en fait, mais ça a pris 30 ans. Et est-ce que vous éprouvez de la gratitude par rapport au fait que vous avez quand même réussi, même en accouchant prématurément, à porter des enfants? Parce qu'hélas, beaucoup de filles, des femmes qui ont pris, effectivement, non pas ce contraceptif et cette hormone, ne peuvent pas porter d'enfants. Oui, alors c'est pas pour rien aussi que je suis devenue la marraine de ce réseau, qui est un réseau international. C'est parce que elle cherchait aussi, c'est surtout des femmes qui s'en occupent, elle cherchait un message d'espoir, enfin une personnalité effectivement qui est vaincue, en fait, cette saleté, finalement. C'est parfois un peu difficile, effectivement, pour les femmes de l'association qui n'ont pas eu d'enfants, et qui, elles, enfin, on a toutes sortes de combats. C'est aussi une hormone qui a donné, malheureusement, des cancers, etc. Mais, comment vous dire, Bref, c'est un combat qui me tient beaucoup à cœur, effectivement. Oui. C'est un combat contre les grands laboratoires pharmaceutiques aussi. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous vous engagez en faveur des femmes, des enfants. Les personnages de vos romans, d'ailleurs, sont presque toutes des femmes, presque toutes des narratrices. Ça va de pair avec ce combat que vous menez ? Je pense que le fait que mes narratrices soient des femmes, c'est aussi tout simplement parce que c'est plus facile, parce que ça demande moins d'efforts d'imagination. J'ai aussi quelques personnages d'hommes dans mes romans, mais je me coule comme ça dans ces personnages de femmes, sûrement avec aisance. Après, j'ai aussi des personnages d'animaux dans mes romans. Une de mes causes, quand j'étais gamine, adolescente, étudiante, c'était difficile en fait par exemple, de vouloir sauver les baleines. On était ridiculisés dans les années 80 quand on avait ce genre d'engagement. C'était un peu Brigitte Bardot qui squattait ça. Enfin, c'était des personnages facilement caricaturables. Et à l'époque, on s'occupait beaucoup de l'humain. Et là, on a compris aujourd'hui en 2020 combien, en fait, la planète est un tout et qu'on ne peut pas massacrer les animaux sauvages ou bouffer des animaux comme ça d'abattoir sans, en fait, créer des dommages sur l'humain lui-même. Et l'époque change. L'époque est plus paniquée encore qu'autrefois, que quand j'étais plus jeune, disons, mais plus consciente qu'on est vraiment sur une petite planète et qu'on est tous embarqués. Donc, en ce sens, il y a un progrès, disons, dans la conscience et dans... Il y a aussi une chose qui me tient à cœur, c'est qu'il me semble que notre époque, bizarrement, hein, mais moi je la sens finalement moins matérialiste que dans les années 80 ou 90, plus consciente qu'il y a quelque chose d'invisible qui est aussi très, très précieux et qui nous fait humains, quoi. Votre façon à vous de vous engager, donc c'est probablement d'écrire dans une certaine mesure. Est-ce que pour ça, vous choisissez plutôt l'humour, vous le faites avec une certaine subtilité, cet engagement? Enfin voilà, je m'interrogeais sur l'écriture, la littérature comme vecteur d'engagement finalement. Moi, j'ai une méthode qui est toujours la même et mes livres ont l'air très différents, mais ils sont toujours un peu écrits pareil. C'est que mes personnages ont une forme de candeur, de maladresse et aussi d'obstination, qui en font des personnages de bons petits soldats, souvent de bonnes petites soldates, on va dire, mais un peu, oui, un peu naïfs souvent. Dans Truisme, mon personnage était très naïf. C'était une femme totalement exploitée qui s'en rendait pas compte. Et elle se rendait même pas compte qu'elle était prostituée en fait au début du livre. Elle trouvait tout un peu normal comme ça. Elle avait très peu d'outils. Elle n'avait pas eu la chance de faire d'études, etc. Donc elle subissait les choses. Ce sont des personnages qui ne savent pas très bien ce qui leur arrive. Et du coup, les lectrices et les lecteurs, eux, comprennent ce qui se passe. Et ça donne un décalage où les lectrices et les lecteurs ont toujours un petit peu d'avance sur mon personnage et on la place de réfléchir à ce que fait le personnage. Je n'impose rien, mais grâce à cette espèce de distance légère, ça peut être assez drôle, je crois, hein, en tout cas c'est ce qu'on me dit, et puis on a la place de se dire, mais moi, j'aurais fait quoi à la place de Rose? Est-ce que j'aurais aidé Younes? Ou est-ce que je l'aurais aidée comme ça? Est-ce qu'elle ne dit pas un peu des bêtises, là? Voilà. Il y a un espace dans mes romans où on peut réfléchir, et je crois aussi où on peut un peu s'amuser, parfois aux dépens du personnage, mais pas trop. J'ai beaucoup d'affection pour ces personnages un peu maladroits ou maladroites.
Vous posiez la question, qu'aurais-je fait à la place d'eux? Alors, c'est cette éternelle phrase, qu'aurais-je fait en 17 à Leidenstadt si j'avais été marin? Vous n'êtes pas marin, mais effectivement psychologue là, sur ce bateau avec vos deux enfants. Est-ce que vous avez répondu à cette question que vous venez de poser? Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Rose? Très concrètement, quand j'écris une scène du roman, par exemple cette scène où elle est gare de Lyon, où elle a une sorte de rendez-vous avec lui. Il lui a dit qu'il arrivait à Gare de Lyon, mais elle n'a rien dit, elle n'a rien promis, et elle a juste eu un message. Elle va à Gare de Lyon, et en fait, elle ne va pas à sa rencontre. Pendant toute l'écriture de cette scène, je ne savais pas ce qu'elle allait faire. Je savais où je voulais aller dans le roman, bien entendu, mais là, à ce moment-là du récit, je ne savais pas ce qu'elle allait faire. J'étais complètement dans ses chaussures, comme disent les anglo-saxons. Et elle n'y va pas, en fait, à ce moment-là. Elle se défile. C'est un moment de lâcheté, en fait. Et en fait, elle va boire des coups, elle va boire des mojitos. Elle va littéralement se bourrer la gueule pour éviter le problème, quoi. Et elle laisse Younes seule face à son destin à ce moment-là. Donc, mes personnages, ce ne sont pas des héros ou des héroïnes, ce sont des gens qui font ce qu'ils peuvent et parfois ils ne peuvent pas. Voilà. On sent chez vous un vrai intérêt pour l'autre avec un grand A. C'est pour ça que je vous propose à présent le terme altérité. Altérité, à l'époque où j'ai publié Truisme, pas mal de journalistes et de lecteurs ou de lectrices aussi m'avaient dit truisme, on entend altruisme. Et j'y avais pas pensé. Pour moi, truisme, c'était un jeu de mots sur le mot truie, et puis donc ce mot qui veut dire les truismes, c'est les banalités d'évidence, les phrases toutes faites, voilà. Mais altruisme. Et j'avais un peu résisté à cette interprétation, et puis finalement, je m'étais dit que c'était pas faux. Et c'est vrai que quand j'écris, tant qu'à faire, je sors de moi, quoi. C'est fait avec des bouts de moi, mais c'est aussi fait avec des bouts des autres, de ce qu'ils me disent, de ce que j'entends, de ce que je lis, et aussi de beaucoup d'imagination, quoi. Par exemple, il se trouve que quand j'étais étudiante, j'ai fait ma thèse sur l'autobiographie contemporaine et l'autofiction. C'était une des toutes premières thèses sur ce qu'on appelait l'autofiction. Donc je l'ai soutenue en 97. Et je m'intéressais beaucoup aux écrivains et aux écrivaines qui parlaient d'eux-mêmes, mais avec le talent d'aller vers les autres. Annie Ernaux, c'est une immense écrivaine, elle parle d'abord de soi et de ce qu'elle a vécu et elle va vers les autres. D'ailleurs, elle dit constamment « c'est moi et ce n'est pas moi », alors qu'on a vraiment affaire à une écrivaine d'autobiographie stricte. Mais quand on a du talent, on peut parler de soi et pas parler de son nombril, c'est très différent. Donc c'est ni bien ni mal, l'autofiction, l'autobiographie, de même que le roman n'est ni bien ni mal en soi. Mais c'est vrai que dans le roman, je trouve une échappée, un pas de côté qui sûrement me permet d'aller à la rencontre d'autres destins, oui. L'altérité, l'idée, c'est aussi de comprendre dans quelle mesure l'autre vous inspire pour vos œuvres. Comment, voilà, est-ce que c'est une observation quotidienne de l'autre J'ai des limites morales et familiales essentiellement, c'est-à-dire que je ne veux pas faire porter à mes proches, à mes très proches, le poids de ce que c'est une écrivaine dans une famille. Un écrivain dans une famille, en général, c'est une damnation. Ça ne crée que des problèmes, des conflits. Par exemple, je lis un écrivain norvégien qui s'appelle Knausgaard, qui a écrit une très très longue autobiographie, qui est plus ou moins intéressante, mais qui se lit avec plaisir. À la publication du premier tome, sa famille, 14 personnes de sa famille, ont écrit une grande tribune dans les journaux scandinaves disant que c'était une littérature de Judas. Et donc, un écrivain dans une famille, ça peut vraiment poser des tas de questions et des tas de problèmes. J'aime la fiction parce qu'elle me délivre. Elle me délivre d'une enquête en vérité, quoi, d'une enquête policière sur qu'est-ce qu'il y a de vrai ou de pas vrai dans mes romans. Et mes proches me fichent la paix, du coup, aussi. Donc, c'est ni généreux, ni bien, ni mal. Ça aussi, c'est une méthode d'écriture qui me laisse un immense espace de liberté pour aborder les autres, mais préserver aussi mes proches. Puisque vous parlez de méthode d'écriture, c'est quoi votre méthode à vous? Vous disiez que ce livre dont on parle depuis le début vous a pris beaucoup de temps. Est-ce que vous mettez à l'ouvrage tous les jours? Combien de temps est-ce que vous y consacrez? Comment ça se passe dans votre façon de faire? Alors j'ai deux vies comme écrivaine. J'ai la vie quand le livre vient d'être publié et que le livre m'appelle
Il y a aussi les traductions qui m'appellent à l'étranger et j'accompagne sans déplaisir la publication des livres. Je trouve normal d'aider les éditeurs à ce que le livre soit lu. Et j'étais en Norvège récemment, justement, je vais beaucoup en Allemagne. Bon, donc ça, c'est une vie publique, disons, qui m'amène à faire ce que je suis en train de faire. Mais l'autre partie de ma vie, qui représente bien les 2/3 de l'année quand même, c'est que je suis chez moi, toute seule dans la journée, tous les matins en particulier, à écrire, à tenter d'écrire. Parce que je changerais de vie pour rien au monde, mais en même temps, c'est très, très difficile. C'est très, très solitaire. Et par exemple, ce matin, j'ai écrit quoi, 3 phrases sur, je sais pas, 4 ou 5 heures. Donc c'est très ingrat aussi comme métier. C'est un drôle de métier. C'est laborieux. Dans quelle mesure des grandes auteurs comme Nathalie Sarraute, par exemple, vous ont-elles inspiré? Ah, Nathalie, je l'ai connue, je l'ai rencontrée, elle avait 94 ans. Elle a vécu 99 ans et demi. J'ai eu la chance d'être très proche d'elle à la fin de sa vie. Et donc c'est... les écrivains, quand ils se rencontrent, ne parlent pas de littérature en général. On parle pas de métier, quoi. Ça nous casse les pieds. Mais elle m'a énormément apporté quand même, j'ai envie de dire, sur ce qui m'attendait. Elle m'a dit, vous et moi, on se vous voyait au début, on a un problème comparable. Vous avez été reconnue trop tôt et j'ai été reconnue trop tard. Elle a été reconnue à partir de 60 ans, en gros. Et elle m'a dit, ça va vous demander ce que ça m'a demandé à moi, c'est-à-dire de l'obstination. Et ce mot d'obstination, elle me l'a vraiment légué. C'est une des choses qui m'a donné beaucoup de force. Et puis elle était insomniaque, elle était angoissée, chose que je partageais avec elle. On n'était pas du tout au même bord de l'âge, mais on avait des tas de choses à se raconter. Et puis après, les autres écrivaines comme Marguerite Duras, Virginia Woolf, je ne les ai pas connues, Simone de Beauvoir, mais elles m'ont apporté... beaucoup de force, évidemment. C'était des modèles, évidemment. On manquait un peu de modèles quand même quand on était une petite fille qui voulait écrire. Puisque vous parliez de Virginia Woolf, je précise que vous l'avez à nos téléspectateurs que vous l'avez traduite. Alors, je voulais enchaîner sur le mot solitude. Vous en avez parlé à l'instant. Il y a évidemment la solitude de l'écrivaine face à sa table. Il y a aussi la solitude, peut-être, vous, sous un angle existentiel pour les êtres humains. Enfin, qu'est-ce que ça vous inspire, ce terme-là ? Ah, la solitude, c'est un vaste sujet. D'abord, c'est un très joli mot en français, solitude. C'est très poétique d'emblée, ce mot. Soledad, en espagnol aussi. On a besoin d'être seul pour écrire, mais j'ai aussi entouré ma solitude d'êtres chers, qui vont à l'école à 8h30 et qui en rentrent vers 4h30, qui donc cadrent ma journée. Et puis le père de ses enfants, j'ai eu besoin d'une très grande stabilité affective pour pouvoir justement plonger dans mes livres. Et c'est un risque psychique d'écrire. C'est difficile, c'est très proche de la mélancolie pour moi. Et chez beaucoup d'écrivains picolent, boivent. Et Marguerite Duras buvait énormément, ça l'a tuée d'ailleurs, assez tard, heureusement. Nathalie Sarraute, elle buvait pas mal. Alors certes, sa génération buvait plutôt plus que nous, mais c'était énormément dû à l'angoisse de ce métier. Et j'ai essayé justement de mettre des garde-fous autour de moi, qui sont vraiment ces gens que j'aime. Après, la solitude existentielle de l'humanité, justement, il me semble que si on n'avait pas abandonné nos compagnons animaux si tôt dans notre parcours, depuis le néolithique, depuis l'agriculture, où on s'est mis à les domestiquer, on a fait de drôles de choses avec les animaux, qui devraient être nos compagnons plus ou moins sauvages, bien sûr. Je ne parle pas de la domestication, je parle d'une compagnie sur cette planète. C'est Jean-Christophe Bailly et Jean-Luc Nancy aussi, je crois, 2 grands philosophes, qui ont dit « Les animaux ont des yeux, ils posent un regard sur le monde. C'est pas rien. Eux aussi, ils regardent le monde. Chacun à leur façon. La mouche va regarder le monde avec ses yeux à facettes, mais nos chiens regardent le monde et ils le regardent vraiment. Et
Le guépard regarde le monde, et la vache regarde le monde, et la baleine, elle regarde sous l'eau, etc. On ne peut pas faire fi de ça. Et ça n'a rien à voir avec du sentimentalisme, c'est la vérité. Ils regardent le monde. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Derrida disait on mène une guerre totale aux animaux. Il avait raison. C'était son dernier séminaire à Derrida. On ne le connaît pas assez sous cet angle-là, de l'attention aux animaux. On abat les poulets comme si ça comptait pour rien et on chasse les derniers tigres pour des bêtises, quoi. Et je suis très triste de ça et nos enfants souffrent de ça. Nos enfants, dans leurs livres pour enfants, ils sont tout de suite avec les animaux. Les éléphants, les ours. Et je crois que quand on découvre qu'en fait, il n'y a plus que 3000 tigres sauvages sur cette planète, ils ressentent une profonde solitude. Vous disiez tout à l'heure que beaucoup d'écrivains sont dans la mélancolie. Est-ce que vous-même, vous vous définissez comme une personne mélancolique? Oui, ça ne se voit pas parce que dans mon rôle social, j'ai aussi une forme de politesse qui est à mon côté enjouée. Enfin, je crois qu'il ne faut pas non plus casser les pieds aux autres avec sa mélancolie. Après, la mélancolie, c'est aussi très riche, très inspirant, quand on arrive à en faire une créativité, mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je me suis vraiment débattue avec la dépression dans mes jeunes années. J'ai fait une psychanalyse qui m'a sauvé la vie, qui m'a aussi sauvé des antidépresseurs. C'est-à-dire j'ai trouvé un autre chemin que la chimie. J'ai rien contre si c'est bien utilisé, mais je pense qu'il faut vraiment travailler sur soi pour dégager une marge de liberté justement par rapport à des thérapies par la chimie. Mais je sais que j'ai une fragilité du côté de la mélancolie, oui, qui est un mot plus chic que dépression, mais c'est un peu la même chose quand même. C'est plus chic, je l'accorde. Vous parlez beaucoup des animaux, vous-même, vous en avez des animaux? Oui, j'ai un chien. J'ai une chienne qui s'appelle Odette, qui a 4 ans. Et quand j'étais petite et que j'habitais la campagne, au Pays Basque, avec mes parents, on était entourés d'animaux. On avait des poules, j'avais un canard, qui était vraiment mon canard. On avait des chiens, des chats, et puis on vivait entouré de fermes. J'allais chercher le lait à la ferme. On avait un contact très solide, j'ai envie de dire, avec les animaux. Il y avait beaucoup plus d'oiseaux, il y avait des martinets, des hirondelles, beaucoup d'oiseaux migrateurs, et puis tous ces petits passereaux, il y avait des belettes, des couleuvres, tous ces animaux, des hérissons en quantité, des papillons. Je suis vraiment très endeuillée de ça, de la destruction des animaux. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de sagesse. Vous avez déjà dit par le passé qu'écrire, c'était un gage de sagesse dans une certaine mesure. Pourquoi? Alors, c'est un gage de sagesse et de folie, hein, l'écriture. Moi, si je n'avais pas écrit, je ne sais pas quel sens j'aurais trouvé à ma vie. Enfin, ça aurait été très grave, en fait. Il y a beaucoup de fous et de suicidés dans ma famille. On a du mal à trouver du sens. Et donc, l'écriture, moi, a été un sens immédiat. Et la publication, c'est-à-dire le fait de trouver un public, de m'adresser, ça a été encore une deuxième étape de l'expression comme ça. Cette joie incroyable d'en faire un métier, ou disons un statut social, parce que c'est un drôle de métier. Mais sinon, oui, une sagesse, ça donne du sens, voilà. C'est très en bordure de déséquilibre mental quand même, hein. Si j'avais pas été publiée... Beaucoup de gens m'envoient des manuscrits. Je ne sais d'ailleurs jamais quoi en faire parce que je suis impatiente face aux manuscrits. La vie est trop courte. Je lis des livres publiés, donc je donne les manuscrits à mon éditeur ou à des éditeurs dont c'est le métier. Mais je vois à quel point les gens souffrent de ne pas être publiés. En ce sens, les écrivains ont beaucoup de chance, c'est sûr. Mais bon, ça ne résout rien quand même. Cette solitude que vous éprouvez quand vous vous retrouvez effectivement seul le matin, et le côté très laborieux, le côté presque un peu sacerdoce, cette solitude, vous avez appris à l'apprivoiser un peu avec le temps, ou ça reste toujours aussi lourd, aussi difficile? Bizarrement, ça reste toujours aussi difficile. Mais je pense que c'est le prix de l'écriture, c'est-à-dire ça a un coût. Ce que j'ai compris avec le temps, voilà, ce que j'ai compris, c'est que ça allait avec l'écriture, que je ne pouvais pas prétendre écrire sérieusement, sans avoir des moments de vide effrayant dans la journée, de vide presque insurmontable, hein. Alors j'ai appris à faire avec, plus ou moins. Je vais marcher avec mon chien. Ça, c'est formidable pour marcher un chien. Ça a besoin de sortir, donc on suit le chien, en fait. Ce chien me promène. Et puis j'ai appris à
Respirer, respirer. Mais après, il y a aussi eu en 2000, il y a eu une cassure dans la vie de tous les écrivains et de presque tout le monde. Hein. C'est Internet. Donc avant, ma machine à écrire ne me parlait pas. C'est-à-dire ma machine à écrire n'était pas connectée au monde. Depuis à peu près les années 2000, ma machine à écrire d'un seul clic, c'est-à-dire mon ordinateur, hein, est connectée à une foule de sollicitations qui sont des... Ça tue l'écriture. Ça peut la nourrir. Parfois, sur Internet, évidemment, je tombe sur des choses très intéressantes. Mais ça peut être une dérive sans fond. Enfin, tout le monde connaît ça. Hein. Mais pour les écrivains, ça devient une fausse solitude, voilà, d'être connecté au monde avec sa machine à écrire. Et si on terminait par salut? Salut, salut. Salut, j'entends le salut, hein, on est dans une télé catholique. Moi, ma tradition est catholique. J'ai été baptisée, même si c'était contre mon gré, je venais de naître, mais bon, passons. Mais le salut, pour moi, il y a une charge chrétienne immédiate dans ce mot. Le salut. Mais d'où vient le salut? Puis salut, c'est aussi un petit mot hein, qu'on dit à la place de bonjour. En fait, ça vient du mot latin pour la santé. Hein. On souhaitait aux gens d'être sauvés ou d'avoir la santé de façon plus modeste. Je ne sais pas trop quoi vous dire avec ce mot. Je ne dis pas très facilement salut, je dis bonjour. Vous en pensez quoi, vous? C'est plutôt à moi de vous poser les questions. Non, le salut, effectivement, c'est ce qui sauve les personnes, la société. Vous avez un peu dit d'ailleurs que la littérature vous avait sauvé, au sens où la littérature a été un salut. Qui sauve et de quoi? Bah justement, mon parcours de victime du Distilbène, donc de cette hormone qui a créé des malformations chez les fœtus, hein, chez les mères enceintes qui prenaient cette hormone. Donc toute cette histoire de scandale médical m'a rendue très méfiante par rapport donc aux médicaments. Et en même temps, je suis pleine de reconnaissance par rapport aux chercheurs qui, par exemple, ont réussi à faire du sida une maladie chronique et non plus une maladie absolument létale. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Donc on ne peut pas cracher comme ça, évidemment, à la gueule des laboratoires pharmaceutiques. Je sais juste que dans mon cas, il y a un laboratoire pharmaceutique contre lequel, donc, avec mon association, nous menons des procès. Mais il y a un laboratoire pharmaceutique qui a vraiment mis le profit avant le salut. Et ça, c'est vraiment pas bien. Alors, quand on parle de salut, on n'est pas très très loin, enfin, pas si loin que ça, de l'idée de rédemption. Et parmi vos différents engagements, on n'a pas eu le temps de les lister tous tout à l'heure, mais vous êtes marraine de l'Observatoire des prisons. Oui. Est-ce que vous croyez en la rédemption? L'Observatoire des prisons a vu ses subventions énormément diminuer ces derniers temps, donc il faut les soutenir plus que jamais. L'Observatoire des prisons mène une grande réflexion sur les prisons. Et je me souviens, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne crois pas à la rédemption et surtout pas par les prisons. Les prisons font plutôt du mal aux prisonniers. Hein. Il faut vraiment, dans l'état actuel des prisons en France en particulier, il y a toute une réflexion à mener là-dessus. Mais je me rappelle d'un moment de grâce, disons. J'étais très jeune et j'ai croisé Badinter, le grand avocat, dans une rue à Paris. Et cet homme qui était déjà âgé, très longiligne comme ça, Robert Badinter, achetait tout simplement une glace à un glacier. Et je m'approche et prenant le prétexte moi-même de m'acheter une glace, je dis à ce grand monsieur merci pour l'abolition, c'est-à-dire l'abolition de la peine de mort. Hein. Il avait œuvré pour abolir la peine de mort en France. Et il se tourne vers moi avec un sourire magnifique et il me dit « Oui, maintenant tout reste à faire pour les prisons ». Et je vous jure, c'est un petit peu, à mon échelle, comme si j'avais été touchée par la grâce. Et je suis rentrée chez moi en me disant « Il a raison, maintenant le combat il est à mener ». Pour améliorer, disons, le statut des prisonniers et pour réfléchir à d'autres peines. Hein. Je ne dis pas pour les grands criminels, hein, ça se discute, mais pour les petits délinquants, il faudrait vraiment changer ça. Donc, ça progresse, oui et non, mais l'Observatoire des prisons, c'est une de mes grandes causes, oui.
C'est cette rencontre avec Robert Badinter qui vous a amené à vous engager sur cette thématique-là? Franchement, sur les prisons, oui. Il y a eu ça a été très bref, hein, il n'a aucune raison de s'en rappeler lui-même. Mais oui, c'était une rencontre. C'était effectivement une rencontre. Il y en a eu d'autres dans ma vie, mais je me souviens de ce grand monsieur, oui. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres, précisément, indépendamment de celle-ci, auxquelles vous pensez, là, tout de suite, maintenant, qui vous ont marqué, influencé, fait réfléchir? Bon, il y a ce petit garçon là, Ahmed, dont je m'étais occupée. C'est une rencontre. C'est quelqu'un il avait 6 ans, hein, mais c'est quelqu'un qui m'a amené à réfléchir, ça va vous paraître bizarre, mais sur la mer, parce que ce petit Malien n'avait jamais vu la mer, et il ne savait pas qu'elle était salée, par exemple. Il m'a ramené à une immense poésie, en fait, de la découverte du monde. Et puis, bon, j'ai eu la chance d'énormément voyager. Mon bilan carbone est désastreux d'ailleurs. Mais sur cette planète, j'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires. Et ça serait presque trop long à raconter, mais tous mes romans sont nourris de ces rencontres. Et puis, plus récemment, plus proche de nous, les fondateurs d'une association que j'aime beaucoup qui s'appelle Des territoires aux grandes écoles, qui avant s'appelait du Pays Basque aux grandes écoles, et qui sont des gens qui essayent de convaincre les lycéens, en particulier des toutes petites villes, qu'ils ont le droit de rêver leur avenir et de prétendre à des grandes écoles et à des grandes études. Donc j'essaie de les aider aussi à ma façon. Et puis il m'en manque, il y a Bibliothèques sans frontières aussi, voilà, qui est une grande cause, amener les livres, mais pas seulement le savoir, y compris le savoir numérique, dans des camps de réfugiés en particulier. Donc tout ça, c'est déjà beaucoup, comme je vous disais, pour une seule femme. J'imagine que ça vous mobilise beaucoup. Pour conclure sur ce terme de salut, et avant qu'on se retrouve, ce petit garçon, ce petit Ahmed, est-ce que vous avez le sentiment que, grâce à vous, quelque part, il a trouvé son salut? Non, je dirais pas ça. Notre rencontre n'a duré que 1 an. Je l'ai rapidement perdu de vue après. Vraiment, je pense qu'essentiellement, je lui ai apporté la mer, l'océan, des vacances. C'est très important, ça, hein, de donner des moments de pause aux enfants qui sont sous pression. Un certain confort, l'approche de gens différents de lui, de sa famille, peut-être une certaine confiance disons-le, dans la France, dans ce pays que je voulais un pays d'accueil, même si je suis vraiment pas non plus dans une candeur. Je pense que c'est pas facile d'accueillir. Je terminerai à nouveau sur Derrida. Décidément, je ne suis pas une très grande lectrice de Derrida, c'est un peu un hasard. Mais Derrida, il a eu cette phrase toute simple. Il a dit l'hospitalité, c'est l'improvisation. Je trouve ça parfait. Moi, il me faut 350 pages pour raconter ça, mais l'hospitalité, c'est l'improvisation. Je crois qu'il faut rester très modeste et improviser. Ce qui n'est pas facile à l'échelle d'un pays ou de la planète, mais c'est parfois peut-être mieux que des politiques catastrophiques. Vaste débat que celui de l'hospitalité, en tout cas qui est un thème que vous évoquez beaucoup, pas seulement dans ce livre, mais aussi à travers votre propre parcours. Merci beaucoup Marie Darrieussecq. On se retrouve tout de suite. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience? C'était assez intense, hein, d'être seule avec 5 mots comme ça. 4, mais c'est ouais, on a même rajouté 1 tellement c'était intense. Qu'est-ce qui vous a plu ou déplu? Non, ça me rappelait, moi j'ai un long parcours avec la psychanalyse, à la fois comme patiente et puis comme psychanalyste plus tard. Et très souvent, les patientes ou moi-même, quand je l'étais, ils portent bien leur nom, les patients, ils restent sur un mot comme ça. Il y a des cas où on peut passer une séance sur un mot. Et un mot qu'on vous a dit, un mot qui vous a blessé ou un mot qui vous a fait réfléchir. Donc ça peut mener assez loin, hein, les mots comme ça, des mots-clés. Est-il vrai que c'est parce que vous avez beaucoup aimé votre expérience de psychanalyser que vous êtes devenue vous-même psychanalyste? Oui, c'est pas. Enfin, est-ce que je l'ai aimé? En tout cas, ça a changé ma vie. Oui. Ça m'a vraiment évité de graves problèmes psychiques, hein, je dirais. Ça m'a soignée. Je suis bien tombée. J'ai eu 2 psys, 3 même formidables. Le 3e, c'était celui qui m'a aidée à devenir psy. C'est bizarre, j'avais aucune dette évidemment envers aucun de mes 3 psys. Parce que ça s'est soldé en quelque sorte, hein, et les analyses qui fonctionnent bien, voilà,
on a payé de toute façon, et le psy ou la psy sait se mettre en retrait aussi à un moment. Mais j'avais une dette envers la psychanalyse en tant que pratique, quoi. J'ai presque envie de dire en tant qu'art. Et vraiment, moi, c'était la psychanalyse classique, le divan, même si le face-à-face peut aussi avoir ses bienfaits. Donc j'avais une dette, c'était quelque chose que j'avais envie de pratiquer aussi parce que je sais que ça marche. Voilà. Peut-être ça ne marche pas sur tout le monde, peut-être c'est sûrement trop cher, enfin, il y a des tas de défauts. En France, il y a encore un système social qui fait qu'on peut trouver des thérapies remboursées par la Sécu. Et tant mieux, je veux dire, ça marche vraiment. Et ça empêche à pas mal de gens d'être sous médicaments. Donc, et chez les enfants, c'est formidable. On peut vraiment soigner les enfants. Sur les enfants, c'est souvent il suffit de quelques mois, souvent. C'est très efficace. Les enfants, ils sont un peu à l'air libre, quoi. Donc ils disent ce qu'il faut dire, enfin ce qu'il faut dire au sens ce qu'ils ont besoin de dire. Les adultes, on est plus empêchés souvent. Plus inhibés, oui, certainement. on résiste plus. Exactement. Est-ce que ça vous a permis de mieux habiter le monde? Parce que dans ce roman, dont on parle sur ce choc de culture entre cette croisière bourgeoise et comment dire, et ces voyageurs forcés, je retrouve votre terme, il est quand même question d'habiter le monde. Et est-ce que, enfin voilà, l'idée d'habiter le monde est quelque chose qui vous parle, et vous, comment est-ce que vous l'habitez à votre manière? D'ailleurs, le mari de Rose, de l'héroïne, est agent immobilier. C'est pas pour rien. Hein. C'est vraiment, il a un discours sur habiter le monde. Oui, mes 3 tranches, pour appeler ça comme ça, de psychanalyse m'ont aidé à habiter le monde au sens où, quand même, on est moins occupé de soi. Les gens critiques ou qui ne savent pas ce que c'est disent que la psychanalyse est une activité narcissique. Oui, certes, mais on canalise son moi 1, 2, 3 fois par semaine et on embête beaucoup moins les gens avec. Et on est un peu décapé de tout ce qui empêche le moi d'être en contact avec le reste du monde. On est mieux en fait et on est meilleur, tout simplement. Vous sembliez dire tout à l'heure qu'il y a un progrès dans la conscience. J'étais un peu interpellée en vous entendant, parce que peut-être, mais voilà, sur la question du matérialisme, en disant que vous disiez que vous aviez le sentiment que les gens étaient plutôt moins matérialistes aujourd'hui. Alors libre à chacun d'en juger, mais voilà, est-ce que vous avez vraiment le sentiment d'un progrès sur ces sujets-là? Oui, enfin, c'est pas qu'un sentiment, c'est de la mémoire. C'est-à-dire, dans les années 80, quand j'étais moi-même adolescente, on manquait complètement de modèles comme Greta Thunberg ou d'un discours féministe plus solide, plus construit. Quand je vois qu'il y a 1 million de femmes au Chili qui se réunissent pour réclamer leurs droits, ou que des tas de jeunes gens, des jeunes femmes suivent Greta Thunberg en voulant un autre monde, une autre économie, une décroissance éventuelle, toutes ces choses-là, on ne les entendait pas avec cette force quand moi j'étais jeune. Ça vous parle, la théorie de la décroissance, justement? Ah, mais moi je pense qu'un des effets collatéraux intéressants du coronavirus, c'est la décroissance. On va voir ce que ça donne. Ça va être catastrophique économiquement, on est bien d'accord, mais peut-être qu'on va voir aussi qu'on peut inventer un autre monde moins frénétique, moins exploiteur. Et il y a des façons de vivre où on peut être. En particulier, je crois beaucoup à la frugalité. Et on gagnerait tous à être plus frugaux, ceux qui peuvent. Hein. Et il y aurait un équilibre, justement, de frugalité. Enfin, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire de vivre avec 1 euro par mois. On ne sait pas, voilà. Donc, il y a un déséquilibre scandaleux du monde qui continue à me révolter. Et je vous promets qu'on en parle mieux qu'il y a 30 ans. Vous évoquiez un rythme assez frénétique dont on pourrait évidemment s'éloigner à l'espace d'un moment en raison de cette épidémie. Vous, justement, pour échapper à ce monde frénétique, alors il y a bien sûr l'exercice de l'écriture, il y a le fait d'être entouré de personnes que vous aimez, mais comment est-ce que vous vous ressourcez le mieux? Qu'est-ce qui vous rassérène? On parle beaucoup de méditation, par exemple, aujourd'hui. C'est quelque chose que vous pratiquez? Oui, mais c'est essentiellement un art de la respiration et du silence. Mais moi, je trouve que ça rend les gens très égoïstes aussi. Et je trouve que ça valorise quelque chose de très privé, de très... quand on parlait d'habiter le monde, de psychanalyse, je repensais à cet adage qui est chrétien au départ, aime ton prochain comme toi-même. Le problème, c'est que la plupart des gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc s'il s'agit d'aimer son prochain comme on s'aime mal soi-même, c'est la catastrophe assurée. Donc je pense qu'effectivement, il faut apprendre à s'aimer mieux soi-même pour se débarrasser de soi après.
pour arrêter de penser à soi tout le temps et arrêter de vouloir absolument bien manger, bien respirer. Non, pitié, quoi. Aller vers les autres aussi, c'est une façon de respirer. Et c'est s'oublier aussi un peu. Et il n'y a que de la richesse à trouver là-dedans, de la richesse non matérielle. Je ne peux pas m'empêcher de penser que sans doute vos voyages vous ont, dans une certaine mesure, aidé, le mot est peut-être mal choisi, mais à la fois aller plus vers les autres, à s'extraire un petit peu de soi. Vous dites que vous avez énormément voyagé. Qu'est-ce que ça vous a apporté par rapport à ces sujets-là ? J'ai voyagé à la fois beaucoup en autostop avec mes fiancés de l'époque, parce qu'il vaut mieux être accompagné quand même. En autostop, quand on est une femme, c'est mieux. Oui, il vaut mieux. Mais malheureusement, dans l'état actuel du monde, mais bon. Mais aussi, après, j'ai voyagé de façon beaucoup plus luxueuse avec mes romans. Mais ils m'ont vraiment amené partout, avec les traductions, avec les universités qui m'invitaient, etc., partout dans le monde. Donc j'ai eu la chance de voir comment vivent les gens ailleurs, quoi. Je trouve qu'il faudrait un Erasmus obligatoire pour absolument tous les êtres humains. C'est à ça que, entre autres, devraient être consacrés nos impôts. Non, il faudrait que, en particulier les Français, qui ignorent à quel point ils sont gâtés. On est un peuple incroyablement gâté. On a des hôpitaux qui sont malmenés, mais qui fonctionnent encore vraiment en rendant leur hommage formidablement bien. On a des routes, on n'y pense pas assez, on a des routes dans un état formidable, on a des écoles publiques formidables. Donc les Français râlent tout le temps parce qu'ils veulent garder ces privilèges, mais j'ai parfois envie et ils ont raison, j'ai parfois envie de leur demander d'aller voir ailleurs, quoi. Mais ça devrait être obligatoire. C'est mon petit côté un peu stalinien. Mais voilà, il faudrait vraiment qu'ils sortent. C'est un coût de rendre les voyages obligatoires. Oui, mais on pourrait... Moi, je suis vraiment pour payer des impôts. Je pense que et vraiment l'évasion fiscale est une absolue calamité. Je pense que les riches comme moi devraient payer encore plus d'impôts. Je ne suis pas pour la charité. Je pense qu'il faut organiser la redistribution des richesses. Et un petit voyage là au milieu pour tout le monde. Voilà, ça serait pas mal. Allez, Non pas les voyageurs forcés, mais les voyageurs invités. Voilà. Alors, je ne sais pas si Ahmed vous entend, mais si nos dirigeants nous entendent, voilà le conseil à suivre. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau pour nous parler de votre dernier livre et puis de l'ensemble de votre parcours, de votre regard sur la vie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet kto.tv.com. Bonne soirée.